J'aimerais ça être vétérinaire parce que j'aime les animaux. L'ingénierie. J'aimerais ça être une ballerine. Devenir ceinture noire. Faire des photos des gens. Moi, je voudrais être comptable plus tard. J'aimerais être actrice. Pour moi, la persévérance, c'est comme je persévère quand quelque chose est difficile pour moi. Je trouve des solutions et quand je trouve les solutions, j'essaye de m'entraîner à bien les faire. Comme ça, je suis sûre de ne plus avoir besoin de chercher. C'est important à l'école et dans la vie, la persévérance, parce que peu importe ce que tu fais, ben, t'en as besoin, là. Avant, c'était ma mère, puis maintenant, c'est mon père qui m'aide à faire mes devoirs. Moi, j'ai de la misère un peu en français, donc j'ai un tuteur. Bien, souvent dans la maison des jeunes, les intervenants de la maison des jeunes, mes parents puis mes amis aussi. Merci, maman, parce que tu m'aides à chaque fois pour faire mes devoirs. J'aimerais dire merci à mes parents pour m'aider parce que je sais que c'est pas nécessairement facile. Donc déjà, c'est pas facile pour eux de demander de l'aide, de lever la main, mais on essaie vraiment de leur démontrer qu'on est là pour les aider. Puis je pense que la persévérance scolaire, c'est aussi de l'entraide de tous les intervenants. C'est l'expression que ça prend un village pour faire grandir, mais c'est exactement ça, c'est avoir le soutien à la maison pour comprendre les défis qu'ils ont à l'école. Les étudiants maintenant aussi, ils n'ont pas juste l'école, ils ont des jobs, ils ont une vie sociale. Le fait de savoir qu'ils vont pouvoir se choisir un métier à leur goût, ça va faire des citoyens peut-être plus investis, puis éventuellement des parents aussi plus impliqués quand eux-mêmes vont avoir des enfants. Comme entourage, parfois, il faut persévérer à les aider à persévérer. Hein? Je pense même qu'on devrait prendre exemple sur eux parce qu'au quotidien, à l'école, ils s'efforcent d'être persévérants. On peut se féliciter d'être là pour eux, mais surtout s'encourager à continuer de le faire. Alors voilà, bonjour et bienvenue à ce webinaire tant attendu organisé par l'instance régionale de concertation de la Montérégie, l'IRCM. Ça se passe dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire cette semaine et c'est chapeauté par le Réseau québécois pour la réussite éducative. Mon nom est Frédéric Charpentier, je serai animateur aujourd'hui. Je suis animateur, j'ai le privilège en fait d'animer les 4 événements organisés par l'IRCM cette semaine. Je suis également papa de 2 beaux ados. Alors je me sens et professionnellement et personnellement interpellé par la thématique de la persévérance. Et donc, je me sens vraiment très privilégié de participer à ces 4 ateliers et conférences. Entre autres, ce webinaire qui nous attend aujourd'hui, qui risque d'être fort intéressant. J'aimerais commencer par vous dire merci d'être là. Vous êtes des parents, vous êtes des intervenants, vous êtes des employeurs, vous êtes impliqués dans les organismes communautaires qui accompagnent, qui soutiennent les jeunes à différents niveaux. Merci d'être là, d'être encore une fois à l'affût de ce qui se passe de mieux dans les recherches. Oui, je reçois des petits chapeaux, Oui, effectivement, on peut célébrer votre implication aujourd'hui. Alors, le webinaire d'aujourd'hui portera sur la persévérance du jeune influencé par la persévérance des adultes et de l'ensemble de son entourage. Ça sera guidé, dirigé par le psychopédagogue Richard Robillard et 3 invités, 3 de ses invités. Alors, on les rencontrera dans quelques instants, mais pour mettre la table, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Je suis un simple rouage et je refuse de croire que je peux faire une différence. Au risque de surprendre, j'affirme que le progrès possible en éducation, c'est un mensonge. Et les élèves sont paresseux. À ma retraite, je vais finir par le dire, mon plan de carrière, c'est plus important que le sens du devoir accompli. Je dois vous le dire, jadis, les élèves maîtrisaient la langue française, mais plus aujourd'hui. Le milieu scolaire est conservateur. Les experts me disent que les modes vont et viennent en gestion. Je n'arrive pas à accepter que mon action aura un sens. Dans ma boule de cristal, le décrochage continuera de sévir. On ne peut plus dire que la plupart ont à cœur la réussite de leurs élèves. Il faut se rendre à l'évidence que le changement de pratique est impossible. Il est naïf de croire que l'espoir est encore permis. Tout cela est vrai, à moins qu'on regarde les choses autrement. L'espoir est encore permis. Il est naïf de croire que le changement de pratique est impossible.
il faut se rendre à l'évidence que la plupart ont à cœur la réussite de leurs élèves. On ne peut plus dire que le décrochage continuera de sévir. Dans ma boule de cristal, mon action aura un sens. Je n'arrive pas à accepter que les modes vont et viennent en gestion. Les experts me disent que le milieu scolaire est conservateur, mais plus aujourd'hui. Les élèves maîtrisaient la langue française jadis. Je dois vous le dire, le sens du devoir accompli, c'est plus important que mon plan de carrière. À ma retraite, je vais finir par le dire, les élèves sont paresseux, c'est un mensonge. Et le progrès est possible en éducation. Au risque de surprendre, j'affirme que je peux faire une différence. Et je refuse de croire que je suis un simple rouage. Alors, ça donne le ton. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est une invitation donc à regarder, à voir autrement la persévérance, à travers la persévérance des adultes et de l'entourage. Oui, il y a des petits cœurs qui viennent dans l'écran. C'est un échange aujourd'hui qui sera dirigé par un psychopédagogue de formation en psychosynthèse, en intervention psychothérapeutique individuelle. Il est formateur, consultant, conférencier dans divers centres de services scolaires et écoles du Québec, chargé de cours également à l'Université de Sherbrooke au diplôme de 2e cycle et à la maîtrise professionnelle en enseignement au préscolaire et primaire. J'ai nommé M. Richard Robillard. Richard Robillard, bonjour. Bonjour. Merci, Frédéric, pour cette belle présentation. Oui, ça va bien. Très Avec content plaisir. d'être là. Richard, vous avez imaginé un concept dans lequel on aurait 3 invités experts provenant de 3 milieux, 3 centres scolaires. C'était quoi votre motivation? Qu'est-ce que vous souhaitiez réaliser aujourd'hui comme type de webinaire? Ben, de donner la parole aux gens qui sont sur le terrain, qui sont là depuis longtemps et qui travaillent dans le même sens, c'est-à-dire de développer une éducation positive auprès des jeunes. Et évidemment, la persévérance est une force que nous allons situer tantôt. Et ils travaillent dans ce sens-là, d'être des agents qui aident les enfants à développer cette force qui s'appelle la persévérance. On sent que c'est un sujet qui vous interpelle particulièrement. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, je vais les présenter, vos acolytes, vos experts du jour. Alors, notre premier panéliste est détenteur d'une maîtrise en didactique des sciences. Il est enseignant au secondaire depuis 29 ans, où il enseigne la biologie depuis 15 ans. Il a également été conseiller pédagogique pour le Centre de services scolaires des Samars, directeur d'école aussi pour quelques mois, en plus de travailler à l'écriture des programmes des sciences au ministère de l'Éducation du Québec. Éric Massé, êtes-vous là? Bonjour, Éric. Micro, Éric, pour un beau bonjour, parce que là, on peut vous... Bonjour, bonjour. Ah, et voilà. Content d'être là. Merci, Éric, d'être là. On revient vers vous et vos collègues tout à l'heure, le temps de présenter notre deuxième panéliste. Elle est enseignante au primaire depuis 20 ans, dont 12 ans en première année. Elle a travaillé comme chargée de cours à l'Université de Sherbrooke au diplôme de 2e cycle et à la maîtrise professionnelle en enseignement au préscolaire et au primaire il y a quelques années, en compagnie de M. Richard Robillard. Il est là, le lien. Mélanie Ouellette, bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci d'être là, de participer à ce panel aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être présente. Ça va être le fun. Troisième invité sur le panel, eh bien, il est enseignant au 3e cycle du primaire depuis 27 ans. On a des stagiaires avec nous aujourd'hui. Il s'est toujours mis en quête d'éveiller la motivation intrinsèque chez ses élèves. En ce sens, il a investi une grande partie de son temps dans la recherche de pratiques innovantes en éducation qu'il adapte à cette pédagogie. Selon lui, l'ingrédient essentiel d'engagement de l'enfant, tant à l'école que dans son milieu familial, se situe au niveau du lien d'attachement avec l'adulte. Oui, ça a un lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Jean-Frédéric Martin, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, merci, madame, messieurs. D'entrée de jeu, on se lance, la persévérance, une définition, un contexte. Comment est-ce qu'on peut comprendre la persévérance aujourd'hui, M. Robillard? Oui, mais c'est une très belle question. Pour cela, je vais faire un partage d'écran. On a un diaporama.
Alors, que je vais mettre, et vous me direz si vous le voyez. Oui? Ça Oui, va pour tout le monde? Très oui, bien. fantastique. Alors, oui, on parle du mot de la persévérance et j'ai beaucoup aimé tantôt les enfants qui parlaient de la persévérance. C'était juste, mais en même temps, on va essayer de mettre ça dans un contexte plus scientifique. Alors, pour cela, je vais me référer pendant quelques instants à Martin Seligman, qui est le père de la psychologie positive, qui est une psychologie qui voulait du moins compléter la psychologie pathologique qui existe depuis 1930 jusqu'à l'an 2000, puis encore aujourd'hui, où on s'intéressait aux pathologies de l'être humain, le négativisme, le pessimisme, l'anxiété, le stress. Et c'était correct, parce que ça existe. Mais Martin, en l'an 2000, un grand chercheur a dit, oui, mais il y a des gens heureux. Il y a des gens qui ont des forces. Est-ce qu'on peut miser sur les forces des gens? Puis lui, il était en réaction au DSM où on voyait constamment des pathologies. Alors, il s'est dit, avec mon équipe de recherche, nous allons créer une psychologie qui s'appelle la psychologie positive, qui est l'art d'apprendre à être heureux. Puis tu viens à l'école pour être heureux. Hein, tu ne te lèves pas le matin pour être malheureux. Et il a mis un on DSM, c'est-à-dire un référentiel de force en action, c'est-à-dire une potentialité de force que chaque individu a, entre autres dans son cerveau, neurologiquement parlant, et qu'on peut développer. Alors, il a appelé ça le développement des forces du caractère et de pratiquer le bien-être. Donc, l'éducation positive repose sur la psychologie positive et que dans l'éducation positive, alors mes amis travaillent beaucoup avec une approche positive qui comprend l'empathie, la bienveillance, la saine autorité et fermeté, et avec une discipline éducative et non pas punitive, et avec évidemment des pratiques d'intervention positive. Alors, c'est ça, la psychologie positive, c'est l'étude scientifique pour apprendre à développer d'une façon optimale le potentiel des individus. Et les recherches nous démontrent que si on s'intéressait davantage à développer les forces de l'individu, eh bien, on aurait beaucoup moins d'élèves étiquetés et avec des comportements tout à fait différents. D'ailleurs, mes amis vont vous en parler. Rapidement, ici, oui, c'est écrit petit, mais c'est un tableau, un référentiel que Martin Seligman a établi à travers ses recherches à partir de plusieurs sciences et à travers le monde entier, et qu'il a découvert que l'individu, les enfants, les ados, nous, les adultes, on possède au moins 24 forces divisées en 6 vertus. Déjà, les mots sont positifs. Et par exemple, si on prend la vertu de la sagesse et de la connaissance, qui favorise l'utilisation des connaissances, bien, on a évidemment la curiosité, l'amour de l'apprentissage. Moi, j'ai déjà dit à un jeune, « Et que tu aimes apprendre. » Et oui, mais j'aime pas l'école. C'est pas grave, tu aimes apprendre. Et il y a aussi la vertu du courage, qui est l'exercice de la volonté, d'un but à atteindre. Puis là-dedans, on voit la bravoure et on voit la persévérance, qui est une force, qui n'est pas nécessairement développée étant jeune, elle ne tombe pas du ciel et que ça se développe. Puis là, on voit la vertu de l'humanité avec la gentillesse, la générosité, l'amour, aimer. Ensuite, la vertu de la justice, hein, la loyauté, par exemple, le leadership, puis la vertu de la tempérance, hein, la maîtrise de soi. Hein. Et vous avez la vertu de la transcendance avec la gratitude, l'appréciation de la beauté. Alors, c'est toutes des forces qu'on a, puis on va s'intéresser plus particulièrement à la persévérance. Alors, faire preuve de persévérance, bien oui, hein, c'est d'aller le plus loin possible dans la réalisation de ses projets, de ses tâches, de ses activités, des tâches très simples. Et on peut éprouver des difficultés, bien sûr, mais on continue. Et pour faire preuve de persévérance, les recherches sont unanimes là-dessus. Comment l'entourage, et dans l'entourage, les adultes. Les adultes, c'est un facteur excessivement important pour que le jeune développe sans cesse
et qu'ils puissent nourrir quotidiennement cette force de la persévérance qui est une force tellement importante dans la vie. Donc, l'importance d'identifier les forces des ados pour leur avenir, et on aura l'occasion avec mes amis d'en parler tantôt. Pour voir l'impact de l'adulte dans le développement de la persévérance, on va écouter une deuxième vidéo. Je vais devenir pro! Arrête! Je vais devenir pro! Oh, oh! Ouais. Ah, ça, on verra. Hein. Tu seras sûrement aussi bon que moi. C'est comme ça que ça marche, tu sais. J'étais plutôt en dessous de la moyenne, alors... T'as de grandes chances de plafonner à ce niveau. Alors, tu vois, tu vas exceller dans un tas d'autres domaines. Pas dans celui-là. Je refuse que tu lances des ballons pour rien du matin au soir, d'accord? D'accord. Ok. Ouais, vas-y, joue. Hé! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Allez, on y va. Voilà. Alors, le développement de cette force de persévérance est influencé par des facteurs. Alors, entre autres, la maturité du cerveau. On sait que les enfants, les adolescents ont un cerveau immature, que le lobe frontal, où réside cette force de la persévérance, atteint sa maturité entre 25 et 30 ans. Elle est influencée par sa maturité affective. Les jeunes n'ont pas tous le même niveau de maturité affective. Certains enfants ont des blocages dans leur maturité affective, dans la gestion de leurs émotions, par exemple. Elle est influencée par le développement des fonctions exécutives, comme entre autres l'inhibition, inhiber ses frustrations, inhiber sa pulsion de lâcher, par exemple, par sa capacité de s'organiser, par sa flexibilité, par la régulation de ses émotions. C'est important aussi qu'il puisse être tolérant aux frustrations, à l'effort, aux difficultés. C'est influencé aussi, la force de la persévérance, par des interventions de nous, les adultes ici. Donc, par notre qualité de présence, des adultes persévérants vis-à-vis des enfants. Monsieur La Robillard, persévérance des adultes. Et est influencé aussi par l'attachement sécure que les adultes alpha puissent offrir aux enfants. Monsieur Robillard, je m'excuse Oui. de vous interrompre. Oui. Est-ce que vous souhaitez partager du visuel en ce moment? Parce que si c'est le cas, nous, on ne le voit pas. Vous devriez repartager votre écran si c'est le cas. Oui. Alors, je repartage l'écran. Merci parfait. beaucoup de me le dire. J'en profite pour faire une petite mention. On commence à recevoir des commentaires dans le fil de discussion. Si vous avez des questions tout au long de la présentation aujourd'hui, des commentaires, il n'y a pas spécifiquement de période de questions qui est prévue. Si on a le temps, on va le faire, ça va nous faire plaisir, mais en même temps, envoyez-nous-les. On va les relayer à nos experts qui vont s'assurer d'effectuer un suivi avec vous par courriel.
Donc oui, on est ouvert à les recevoir et ça va être redirigé vers nos experts aujourd'hui. Ensuite, cette présentation-là d'aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui prennent des photos de ce qui est partagé, qui prennent des notes. Sachez que ça va vous être redirigé également. Donc, vous allez recevoir un courriel avec un sondage de satisfaction, d'intérêt, etc. Et il y a la présentation qui va être accompagnée de ce courriel-là. Vous allez recevoir cette présentation. Je vous laisse poursuivre. Merci, Frédéric. Alors, en gros, avant de laisser la parole à mes amis, mais prenons en considération que la persévérance est une force à développer, qui n'est pas acquise nécessairement, et qui doit être nourrie et qui se développe par le soutien et la persévérance des adultes, les adultes de son entourage. Alors, sur ce, eh bien, on va regarder quelques questions. Et la première question que j'offre à mes amis, c'est comment vous influencez le développement de cette force chez les élèves? Et on commencera par toi, Mélanie. Alors, bonjour tout le monde. La première chose, après des lectures, après des formations, après des discussions avec des collègues, comme les collègues qui sont ici présentement, une des choses que je fais pour développer la persévérance avec mes petits, c'est que je crée un lien d'attachement. Donc, je vais poser des petites actions dès la rentrée scolaire, comme par exemple, même avant, je vais envoyer une carte postale pour me présenter à mes petits avec ma photo. Je vais commencer aussi la première journée d'école, je vais me diriger à l'extérieur très, très tôt. Je vais aller rencontrer premièrement le regard des parents avant de m'attendre, parce qu'on a de grandes attentes. Souvent, on s'attend à ce que les enfants viennent directement vers nous. À 6 ans, c'est pas toujours ça qui arrive. Donc, parfois, je vais jaser un petit peu avec les parents pour les mettre en confiance. Je vais les inviter peut-être 1 ou 2 journées avant à venir visiter la classe pour voir le milieu. Cet échange-là, au niveau du lien d'attachement, va se faire avec les petits beaucoup en premier avec les adultes, donc les parents de ces beaux enfants-là. Et là, j'ai pas d'attente, hein. Parfois, je disais tantôt, les enfants de 6 ans, parfois, il y en a qui vont être très, très, très sécurisés déjà en voyant ma photo ou en voyant leur milieu de vie, qui sera leur milieu pendant 180 jours. Mais parfois, pour certains enfants, c'est plus difficile. Alors, je vais commencer par le contact avec l'adulte, avec la maman, avec le papa. Et puis, je vais me diriger un petit peu plus lentement vers l'enfant. L'accueil est très, très, très important. On est rendu aujourd'hui le mi-février et je sors encore à l'extérieur pour accueillir des élèves pour qui c'est plus difficile le matin. Je vais jaser un petit peu avec les parents. J'accorde un temps dédié qui n'est pas nécessairement dans ma tâche. Hein? Tu ris, Eric? Ouais, Je sais on que en tu le fait fais au beaucoup, hein. secondaire aussi. Ouais. Donc, je prends le temps de sentir l'élève, de sentir aussi le parent, parce que parfois, je vais travailler avec le parent avant de travailler avec le petit. Voilà des petites actions que je mets en place. Jean-Frédéric, toi, 6e année, tes grands bouts de chou? Des grands bouts de chou de 6e année au primaire, effectivement. Mélanie l'a très bien mentionné. Il y a 2 mots à retenir, attachement et sécuriser. Sécuriser l'enfant. Tout doit tourner autour de ça. C'est la clé pour le développement d'une persévérance chez l'enfant. Maintenant, on procède de façon, je dirais, c'est sûr que c'est différent chez les grands-enfants, mais le but demeure le même. Et puis, Mélanie parlait de temps dédié. Je sais qu'Éric va en parler tout à l'heure aussi. C'est très important. Il y a une chose qui est à ne pas négliger aussi, c'est les contacts brefs avec les enfants. Moi, je mise beaucoup là-dessus. Je vais, un contact des yeux, une petite parole à un moment donné,
Et je tente de le faire avec tous mes élèves à tous les jours. Un petit quelque chose pour dire, regarde, là, c'est un petit 3 secondes, mais c'est dédié pour toi actuellement. Alors, le temps dédié n'a pas besoin d'être long. Il peut être très bref. La façon dont je commence ça en début d'année, moi, évidemment, les enfants sont habitués de vivre des rentrées scolaires. Alors, je tente de les surprendre avec quelque chose. Ça peut être une petite vidéo que je vais enregistrer, que je vais leur envoyer pour leur dire, vous êtes dans ma classe, je vous attends à telle heure, à tel endroit. Bon, toujours une petite pointe d'humour à travers tout ça. Quand je les vois pour la première fois, que je prends des présences, encore là, ben, on entreprend le premier contact où je vais les nommer, puis avec un petit sourire, un petit regard, quelque chose là où ils vont sentir que je m'intéresse à eux. Je ne fais pas que les nommer. Alors, je les regarde et je veux voir de qui il s'agit. Évidemment, un peu plus tard dans l'année, l'attachement, ben, ça se travaille en continuité tout le long. Et de mon côté, je trouve important de le dire ici. Dans la vidéo qu'on a eue au tout début, une vidéo que j'ai trouvée extraordinaire en passant là, de l'organisme, les témoignages, autant des enfants que des adultes, étaient touchants et empreints de vérité. Puis il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, ça prend un village pour élever un enfant. C'est tout à fait vrai. C'est un adage qu'on entend souvent. C'est important de voir à ce que l'ensemble des adultes impliqués dans l'école puissent toucher le jeune. Richard, tout à l'heure, parlait d'un concierge, on en parlait un petit peu avant la rencontre, qui avait impliqué dans les contacts avec les enfants. Moi, il y a un concierge à l'école où j'enseigne qui s'est lui-même impliqué à un moment donné, qui a vu qu'un de mes élèves avait peut-être des difficultés d'attention à un moment donné, était porté à dessiner pendant que j'expliquais. Il est rentré et il a dit, regarde, je suis bon en dessin moi aussi. Et puis, si tu veux, on va en faire ensemble. Il a su intéresser le jeune. Puis quand le jeune a dit, écoute, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce qu'on peut travailler sur des projets? Le concierge lui a répondu, oui, mais tu vas d'abord écouter ce que ton enseignant a à dire. Puis après ça, on va travailler ensemble. Le jeune, ça l'a motivé au maximum et c'est là qu'il a appris à persévérer. Alors, il faut démontrer à l'enfant qu'on est là pour lui. Il faut lui faire vivre des succès. Il faut trouver la petite chose qui va l'intéresser. Mélanie parlait des parents. Évidemment, ça se fait de concert avec eux également. Quel beau pont d'attachement avec le Oui, concierge. avant que je te donne la parole, Éric, juste spécifier que ce que tu viens de dire, Jean-Frédéric, Boris Cyrulnik appelle ça créer une niche affective et sécurisante dans un milieu. Et avec le concierge, ben, on appelle ça créer un pont d'attachement. Et tout ça fait en sorte que le jeune est enveloppé. Et c'est ce que Éric va nous parler aussi. Donc, bonjour tout le monde. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est un résumé de mes 3 collègues et de M. Robillard, bien sûr, de mes 2 collègues. C'est d'accompagner l'élève à travers une relation d'attachement dans une gestion de classe positive avec une saine autorité et fermeté. La rentrée scolaire est un petit peu différente au secondaire. On n'a pas, les parents débarquent les enfants un peu plus loin, c'est tout à fait normal. Je développe la relation d'attachement dans ma gestion de classe depuis mes 20 dernières années. Même si ça fait 29 ans, mes 9 premières années, j'ai appris beaucoup de choses avec des groupes bien spéciaux. Mais on sait très bien aussi que plusieurs utilisent déjà cette approche avec nos jeunes. Comme je dis à tous mes élèves en début d'année, je pense que je suis né pour être un enseignant dans la vie, puisque une de mes activités qui donne le plus de sens à ma vie, c'est d'aider mes élèves. Donc, comme tous les intervenants qui nous écoutent en ce moment, très, très bien, ça, on le sait aussi. Maintenir et faire émerger la persévérance chez nos élèves font partie de notre quotidien. Je m'y prends de 4 façons. Mélanie en a parlé, Jean-Frédéric aussi. 4 mots que je me répète constamment, même les matins qui sont plus difficiles, que j'aimerais bien rester à prendre un petit café, mais c'est le mot accueil. Persévérer à accueillir mes élèves à chaque cours. Utiliser des bons mots, les mots, M-O-T-S. Avoir un regard positif, le sourire. Richard en a parlé, les neurones miroirs, le sourire, c'est incroyable comment ça peut se refléter sur nos jeunes. Et leur donner du temps dédié. Jean-Frédéric en a parlé, Mélanie aussi. Donc, du temps de qualité.
Ça, ce sont mes 4 mots que je me répète chaque matin quand je commence ma journée. C'est ça ma persévérance scolaire de tous les jours. Le côté académique prend tout son sens quand la relation d'attachement est bien implantée avec une saine autorité et fermeté. Chaque jour de notre travail, nous sommes en relation avec ce que j'appelle aussi des comportements de boîte à surprise, des lobes frontaux immatures, en plein développement, prêts à réagir de façon surprenante et parfois choquante et frustrante. Mais c'est à ce moment que la compréhension du cerveau, les lobes frontaux qui n'ont pas atteint leur pleine maturité chez nos jeunes, ça prend tout son sens. Maintenant, la question, c'est comment mettre en place toute cette relation d'attachement-là avec une saine autorité. Bien, c'est là-dessus que je travaille depuis 20 ans et je peux confirmer officiellement que ça fonctionne énormément. La relation d'attachement bien mise en place, septembre, octobre, fait et donne des fruits incroyables par la suite. Donc, l'accueil, regard, les mots, le temps dédié, ça commence dès le premier cours lorsque j'accueille mes élèves dans le corridor qui se dirigent à mon local. Je leur dis « Bienvenue dans ta classe et voici le numéro de ta table. C'est moi qui décide où l'élève s'assoit. » Donc, déjà, mon côté alpha, d'une façon très bienveillante que je lui dis, bienvenue. Je débute mon cours en expliquant à mes élèves qu'ils sont tous très brillants et très intelligents parce qu'ils sont mes élèves et qu'ils peuvent me faire confiance. Donc, plusieurs façons d'agir. Mélanie en a nommé tout à l'heure, Jean-Frédéric aussi. Moi, j'aime bien mon petit truc là, du duct tape fluo collé au plancher de la porte là, à l'entrée principale. Premier cours, on parle de rien. J'accueille mes élèves et je leur dis par la suite, durant la période, dorénavant, à partir du prochain cours, lorsque tu vas entrer et quitter mon local, ou plutôt ton local, tu vas devoir enjamber le ruban afin d'entrer dans une zone calme et sécurisante, sans intimidation. Leur réaction me démontre déjà en partant très bien qu'ils sont heureux et contents d'apprendre dans un milieu sécurisant. Parfois, avant le début des cours, les jeunes viennent avec leurs amis me visiter et ils disent à leurs amis « Hey, il ne faut pas que tu piles sur le ruban parce qu'ici, c'est particulier, c'est une zone sécurisante. » Donc, le ruban, l'entrée dans la classe, ça a du sens. Hein, ça a du sens. J'explique aussi aux élèves, dès mon premier cours, que dans la classe où nous sommes présentement, on élimine la discrimination et c'est une classe où tu vas avoir le droit de lever la main pour t'exprimer. On sait qu'au secondaire, même au primaire, c'est difficile des fois, c'est gênant de lever la main. Donc, mettre l'élève dans une zone sécurisante en leur disant, tu as le droit de lever la main, tu ne te feras pas discriminer, il n'y a pas personne qui va porter un commentaire, c'est très sécurisant pour l'enfant. Plus les jours avancent et plus les mains se lèvent, mais je demeure vigilant par contre. Ça, c'est très important. Il est normal que l'enfant et l'ado réagissent comme une boîte à surprise que j'appelle à cause du développement immature de son lobe frontal et que cela vienne nous chercher émotionnellement puisque certains de nos principes sont parfois ébranlés. Des exemples, il y en a énormément. On pense par exemple au téléphone cellulaire. Un conseiller pédagogique m'a donné le truc. On a tous de plus en plus au Québec des pochettes, mais pour éviter de négocier ou de toujours réexpliquer, j'ai expliqué aux enfants. En passant à l'explication, prendre le temps d'expliquer aux enfants, c'est bien important. À mon entrée de local, j'ai une lumière de circulation, secondaire 3, 15 ans, 16 ans. Rouge veut tout simplement dire, je mets une petite balle avec un aimant. Rouge veut dire, tu déposes ton cellulaire dans la pochette, on le ferme et on ne l'utilise pas durant la période. Le jaune, ça spécifie tout simplement que tu le mets à l'envers sur ton coin de bureau. Et merci de me faire confiance. Et le vert, excusez-moi, tu peux l'utiliser comme tu veux et on va faire des recherches avec le téléphone. Et ça fonctionne tellement bien. Je leur explique pourquoi je leur demande ça et aussi les bienfaits d'un tel geste. C'est sûr que le vendredi, ma balle de ping-pong se situe des fois sur le verre comme une petite récompense en fin de journée. Mais je n'ai plus à m'obstiner avec les enfants. Je leur ai expliqué. J'ai pris le temps de bien leur expliquer.
Je peux continuer encore sur une dernière petit exemple. Les midis, moi, j'ouvre mon local le midi. On a de plus en plus de jeunes présents dans nos écoles, l'augmentation de clientèle. On nous demande d'ouvrir nos locaux. J'ai 2 fours au micro-ondes. J'invite mes élèves à venir et ils viennent avec des amis, puis il leur dit en rentrant, « Ah, tu sais, il faut que tu passes par-dessus le ruban. Hein. Ici, c'est une zone où il n'y a pas de discrimination, on se sent bien. » Beaucoup de jeunes viennent et je remets à la fin de l'année à mes élèves une carte VIP. Une carte VIP virtuelle en leur disant, tu vas pouvoir venir me voir quand tu veux, jusqu'à la fin de ton secondaire, puis même quand tu seras rendu post-secondaire, tu viendras me voir, ça va me faire plaisir, tu as ta carte VIP virtuelle. Et les jeunes secondaire 5 viennent sur l'heure du midi, que j'ai déjà eu, amènent des amis, secondaire 1, des nouveaux arrivants, connus par les élèves, mes élèves. Donc, c'est de donner du temps dédié de qualité à nos jeunes, de les écouter, on parle, on discute, on jase et bien sûr, je réponds à des questions académiques aussi à travers tout ça. Donc, c'est En des gestes fait, qui rapportent, mais si l'élève ne respecte pas mes consignes, je leur explique qu'ils peuvent aussi perdre ma confiance, mais ils comprennent tout ça aussi. Bien expliquer les choses. En fait, ce que j'entends de vous trois, on peut continuer un petit peu, c'est votre posture. C'est votre posture d'alpha. Et comme dit le docteur Neufel, une posture d'alpha, c'est un leader serviteur qui cherche à répondre aux besoins des jeunes, que ce soit cognitif, affectif. Et cette posture-là, eh bien, vous l'utilisez en démontrant de l'empathie, de la bienveillance et de la saine autorité et fermeté, et tout ça en persévérant tous les jours. Est-ce que c'est ça que j'entends, Mélanie? C'est tout à fait ça. Ces 3 pôles-là sont les lignes directrices de notre année scolaire. Et je l'explique en début d'année à mes parents. Parfois, il faut se retrouver un petit peu plus vers la saine fermeté avec certains élèves pour revenir en bienveillance et en empathie un peu plus tard. Les élèves ne sont pas tous pareils. Ils ont des tempéraments différents, ils ont des forces différentes. C'est à l'adulte d'être assez ouvert d'esprit, d'aller lire sur le sujet, par exemple, les 24 forces que tu nous as parlé en début de rencontre, Richard, et croire en ces forces-là pour qu'on puisse découvrir chez l'enfant son tempérament, ces forces-là, et travailler à partir des forces pour qu'on puisse le voir progresser dans ses difficultés, dans ses... Les nommer. Oui, les nommer, tout à fait. Mais on peut avancer avec l'élève tout au long de l'année en pédagogie positive. Ça se fait tout seul, ce développement-là, si l'adulte est capable de voir les forces de l'enfant. Si je peux me permettre de continuer là-dessus, Richard, tu as prononcé un mot que je trouve extrêmement important. Évidemment, on parle de saine fermeté et bienveillance, mais le mot, c'est leadership. Et puis, c'est une marque de leadership que d'impliquer, d'aller chercher les meilleures personnes autour de nous pour accomplir une tâche en particulier. Et puis, si on se rend compte à un moment donné qu'un adulte a un bon lien avec un élève en particulier, c'est important de lui faire de la place. Ce n'est pas une menace à notre position d'alpha. C'est quelqu'un qui va travailler en coopération avec nous pour aller chercher cet enfant-là. Et j'ai un exemple très concret que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai une élève dans ma classe avec qui j'ai un bon lien, mais j'ai aussi une stagiaire qui travaille avec moi actuellement et qui a développé un lien beaucoup plus étroit avec cet élève-là. Et puis, je passe carrément par elle pour intervenir, par ma stagiaire, là, pour intervenir avec l'élève en question. On est capable de soutirer beaucoup plus de l'élève en y allant avec la bonne personne. On revient avec l'exemple du concierge aussi, c'est la même chose. Donc, c'est de faire de la place aux gens qui vont venir nous aider à accomplir notre mission. Ce ne sont pas des menaces, les autres adultes, c'est important de le retenir. C'est beau ce que tu dis, et d'autant plus qu'il y a une autre force
qui est là, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est reconnaître que l'autre peut avoir un effet sur le jeune pour travailler sa persévérance, hein. Alors, et tu vois que cette persévérance-là est englobée de plusieurs forces que les adultes peuvent manifester. Je peux ajouter quelque chose, Richard? Oui, vas-y, J'ai Éric. assisté à une conférence il n'y a pas si longtemps de M. Richard Robillard, puis Richard a commencé sa conférence en disant ceci: ça commence avec l'humain et l'humain est un être sensible. J'ai retenu cette phrase-là, ça m'a frappé. Et des petits bouts de phrases qu'on dit tous à nos élèves pour créer la relation d'attachement. Merci de me faire confiance, merci d'être là, merci de respecter mes règles. Parfois, lorsque j'explique là, dans ma classe, là, j'explique un concept en biologie à mes élèves et ils sont tous très attentifs. Je leur dis, j'arrête, je leur dis, merci de m'écouter pendant que j'explique. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que c'est agréable pour moi de voir que vous écoutez attentivement mes explications. Dans le fond, remercier les élèves ou leur souligner notre satisfaction permet d'augmenter leur estime de soi et la confiance en eux et envers nous. C'est aussi très sécurisant, surtout pour les élèves un peu plus bloqués dans leur maturité. Ouais. Puis je finis en disant ma devise, je dis, explique aux élèves la première période de l'année. Ma devise, c'est lorsque je parle, tu m'écoutes et lorsque tu parles, je t'écoute. C'est ma devise, mais c'est bienveillant la façon que je le dis. Et il y a un petit côté alpha qui dit quand je parle, tu m'écoutes, puis quand tu vas parler, moi, je vais t'écouter. Ah, c'est très juste. Le fait de remercier les élèves, je fais ça depuis longtemps, vous le savez, le fait de remercier les élèves, c'est que je leur démontre ma gratitude, qui est une autre force importante, puis qui nourrit la persévérance. Et cette gratitude-là que je leur démontre, mais eux autres, avec leurs neurones miroirs, finissent par nous démontrer cette gratitude-là. C'est très juste. Avant de passer à la deuxième question, je veux m'excuser de mon erreur, parce qu'il y a une petite erreur dans la persévérance qui m'achale, mais il fallait que j'en parle, et je fais quelques erreurs. Alors, voilà. Alors, la deuxième question, c'est comment vos élèves manifestent leur force de persévérance au quotidien à partir de ce que vous faites. Vous devez sûrement voir des manifestations chez vos élèves. Puis je commencerai encore avec toi, Mélanie, avec les bouts de chou de première année. Bien, en fait, comment ils manifestent leur force de persévérance? Bien, c'est avec l'adulte. Ce n'est pas des enfants de 6 ans qui vont dire Ah, j'ai été persévérant dans. Alors, je commence toujours par. C'est un grand mot, hein? C'est un mot d'adulte, persévérance. Je leur montre avec leur corps. On le fait ensemble. C'est quoi la persévérance? Puis ça arrive encore chaque année qu'on va travailler avec notre corps, puis on va persévérer en faisant la chaise, en faisant des push-ups, des redressements assis. Et là, à chaque petit mouvement ou vibration de notre corps, on relâche, puis on se dit, hey, c'est ça la persévérance. On le sent en premier avec notre corps. En première année, il nous arrive, ils ne savent pas lire pour la plupart. Le dessin est à la base, donc à chaque fois qu'on ajoute quelque chose sur nos dessins ou qu'on arrive à faire une lettre en lettres attachées, puis qu'on regarde d'où on est parti en septembre dans notre cahier d'écriture, c'est à l'adulte à souligner ça. Et les enfants, les yeux s'ouvrent, puis ils voient vraiment le cheminement qu'ils ont fait, mais c'est vraiment à moi, comme adulte, à leur faire remarquer, à faire des petits dépôts positifs. Et ce matin, là, vous êtes habillés, là, ça a pris 2 minutes de moins que d'habitude. Vous êtes vraiment persévérants. C'est au quotidien qu'on doit célébrer ces petites actions-là. J'aime ça quand tu parles du corps, parce que chez les jeunes enfants, comme ça, c'est les sens. Hein. La première racine, d'ailleurs, à développer chez les enfants, c'est les sens, c'est le corps, c'est ce que j'entends de toi. Et chez les jeunes enfants, maternels et même dans les CPE, eh bien, les sens, ressentir qu'il y a une persévérance là, qui s'installe en moi ou que ma persévérance se développe. C'est très beau, ça. C'est très juste, ça. Très, très juste. Toi, Jean-Frédéric? Bien, avec les plus grands, oui, c'est que Mélanie a entièrement raison. C'est des choses qu'il faut faire vivre au quotidien.
et le rôle de l'adulte est essentiel là-dedans. Le rôle de l'adulte chez les plus vieux va peut-être évoluer dans un sens qui n'est pas différent, mais qui est, ben oui, qui est différent, là, qui est autre, dans le sens où, en plus d'apporter les paroles de reconnaissance, de félicitations, des paroles apaisantes, on va créer un climat dans la classe aussi qui va faire en sorte que les autres vont embarquer là-dedans. Quand on arrive chez les plus vieux, il y a tout l'aspect de l'estime de soi qui entre en considération, où il y en a qui l'ont à différents degrés par rapport à d'autres et pour plusieurs raisons. Il faut évidemment travailler avec les élèves dont l'estime de soi est peut-être plus bas et qui ont peut-être plus de difficultés à persévérer à ce moment-là, au sens où nous, on l'entend. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, d'impliquer tout le monde. Moi, personnellement, j'ai tendance à vouloir, ça c'est moi, là, créer un esprit d'équipe dans la classe et faire comme si j'étais le coach, l'entraîneur de cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on établit un plan de match, tout le monde ensemble, un plan de match que je guide évidemment beaucoup. Et une fois que le plan de match est établi, on n'en déroge pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements qui doivent être apportés en cours de route. Et puis de permettre aux élèves de travailler en sous-groupe selon leurs forces et faiblesses, tout le monde ensemble, ça fait en sorte que ceux qui ont plus de facilité vont aider les autres et vont surtout les féliciter de leurs résultats. Quand on réussit à créer ce climat-là où les élèves s'encouragent entre eux, ça incite beaucoup la persévérance. Et puis, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure au niveau des ajustements. Quand ça part dans un sens où on s'éloigne de l'objectif visé, c'est devoir à donner le petit coup de barre en tant qu'adulte pour ramener tout le monde et faire en sorte qu'on continue de travailler. Et Éric le mentionnait tout à l'heure, les élèves, ça finit par s'ancrer dans leur tête, s'ancrer dans leur cerveau, et eux-mêmes embarquent dans cet environnement-là et s'encouragent entre eux et transmettent le message qu'on voudrait bien faire transmettre aux autres élèves. Alors, ça finit par se faire tout seul à un moment donné. Les élèves finissent par coopérer, collaborer. Oui. Et ça aussi, c'est des ingrédients qui vont nourrir la persévérance chez les élèves. Puis il y a une persévérance individuelle, puis une persévérance de groupe, que je comprends chez toi. Oui, puis un entraîne l'autre toujours, parce que ceux qui ont une persévérance personnelle forte vont entraîner le sous-groupe et par conséquent le groupe. Et quand le groupe a sa persévérance en tant que groupe ou en tant que sous-groupe, c'est l'exemple qui est donné à l'élève à ce moment-là. On ne peut pas demander à un élève d'être persévérant si nous-mêmes, on ne l'est pas. On a un exemple à donner et on doit travailler en ce sens-là aussi, leur montrer que nous, on ne lâche pas. Et quand c'est plus long à comprendre, quand c'est plus long à réussir, c'est de leur dire, on retrousse nos manches, on continue, puis de leur montrer chacun des petits succès qui sont vécus. Il y a beaucoup d'élèves qui ne voient pas leur propre succès. Ça fait partie du rôle de l'adulte aussi de lui dire, autant l'enseignant que le parent, et puis de dire à l'élève, regarde, tu étais là la dernière fois, là, tu es allé un pas plus loin. C'est magnifique. Je sais que tu voudrais peut-être aller encore plus loin ou que d'autres voudraient que tu ailles encore plus loin, mais là, tu viens de faire un pas et ce pas-là est important. Ne le perds jamais de vue. Et puis, on leur démontre ces succès-là au fur et à mesure. Et c'est là qu'on peut dire plus tard dans l'année, regarde de où tu es parti, regarde où tu es rendu maintenant, on continue, on ne lâche pas. Avant de laisser la parole à Éric, j'aimerais spécifier que cette force de la persévérance, on n'oublie pas que c'est une force, elle n'est pas du même niveau chez tous les élèves de ta classe, de vos classes. Il y en a que cette force, elle est plus installée, elle est plus stable. Il y a d'autres élèves que leur force de la persévérance est beaucoup plus fragile. Je me souviens quand j'étais avec mes élèves, puis même avec les adultes aussi. Hein. C'est variable.
Et ça dépend aussi du niveau de maturité affective. Il y a des élèves qui ont une maturité affective plus établie. Il y en a d'autres qui sont bloqués dans leur maturité affective et ça a des influences, comme on disait tantôt, sur la stabilité de la persévérance. Donc, toute l'importance encore de l'entourage de l'adulte. C'est ce que tu vois d'ailleurs, Éric, au secondaire. Oui, puis le côté affectif et social au secondaire est très, très, très fort. Je vais en parler un petit peu tantôt. Mais je commencerai en disant qu'un enfant motivé, c'est un enfant qui, puis ce sont des paroles de Richard, c'est un enfant qui se lève, se lave, s'habille, prend l'autobus et se rend à l'école. Est-ce qu'il manque l'école? Non. Donc, il est motivé. Par la suite, il a besoin de plus pour s'activer vis-à-vis une tâche précise d'apprentissage et c'est à nous, intervenants, de trouver des solutions tout en favorisant, selon moi, une approche développementale et non comportementale. Donc, Richard nous en dit long là-dessus au sujet de ses conférences. La persévérance se vit différemment au quotidien de la part d'un ado. Mais tout ce que vous avez dit se vit aussi, bien sûr. Dans un ado bien parti, c'est beaucoup plus facilitant. Sa facilité à persévérer par rapport à un ado bloqué est vécue de façon bien différente, surtout, comme on a dit tantôt avec Jean-Frédéric, le côté affectif et social. On sait que ces deux neurosciences sont très présentes et importantes chez nos ados, ce qui fait émerger diverses situations. Richard l'a dit tantôt, M. Gordon Neufeld en parle beaucoup. La persévérance de nos ados, c'est aussi de s'adapter, qui est un peu différent du primaire, à 8 à 10 adultes quotidiennement tous les jours. C'est une grande exigence. C'est difficile pour l'enfant de 8 à 10 adultes par jour au niveau exigence. Comme plusieurs enseignants au secondaire, j'ai à mon horaire 4 périodes dans une journée. Puis je dis parfois à mes élèves, cette journée-là, aujourd'hui, j'ai 4 périodes, je vais parler un petit peu moins. C'est une grosse journée pour moi. Et les élèves me répondent, nous, on a 4 périodes chaque jour, tu sais, Éric. Et là, ça me fait réfléchir. Le but, ce n'est pas d'essayer de savoir qui a raison, mais plutôt de comprendre la persévérance que se vit au quotidien de la part de certains de nos jeunes. On a tous déjà assisté à des conférences en tant qu'adultes, puis parfois, après 2 heures d'écoute, on commence à trouver ça long. Imaginez, eux, à mon école, 4 périodes de 75 minutes, ce qui fait 300 minutes. Ça fait 5 heures de concentration. Ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des cours d'éducation physique, il y a des cours d'art, mais lorsqu'ils ont des cours théoriques, c'est 5 heures de concentration. Il y a aussi la persévérance de plaire à ses amis, d'être accepté dans un groupe, le côté social et affectif très, très, très fort, et surtout de réussir ses cours et avoir 60% et plus. Donc, il y a encore plein de facteurs que je pourrais discuter, mais c'est ça. Non, c'est des facteurs à prendre en considération. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut éplucher le concept de la persévérance. Hein. Puis, je vais en profiter pour dire que c'est collé aussi à la motivation. Et on sait que la motivation qu'on aimerait que tout le monde aimerait voir jaillir chez l'enfant, qu'on appelle la motivation intrinsèque, bien, les recherches de M. Deci et Ryan nous démontrent que cette motivation intrinsèque va prendre forme par la motivation externe, c'est-à-dire des adultes qui vont nourrir cette motivation intrinsèque-là. Et puis de faire en sorte que de leur démontrer notre empathie, à avoir 4 cours, à avoir plusieurs enseignants dans leur vie, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, de cette façon-là, l'élève va se sentir reconnu, va se sentir compris, et qui sont d'autres facteurs pour maintenir la persévérance. Hein, parce que dans le fond, on peut la nourrir, puis des fois elle bloque, mais il faut la débloquer. Hein, c'est notre travail de débloquer la persévérance. Tu allais dire quelque chose, Mélanie? Oui, vous parlez beaucoup d'empathie. Faut revoir, je crois, à chaque jour, notre rôle d'enseignant. Ce n'est pas seulement de nommer des choses, des connaissances qu'on voudrait, par exemple, entrer à l'intérieur du cerveau de nos élèves. Faut que nos élèves, à travers notre regard, sentent notre empathie. Parfois, moi, je suis dans l'aile du premier cycle à l'école, puis
Mes élèves, ils ont 6 ans. Tu parlais tantôt, Éric, de 4 heures assis, entre 4 et 5 heures assis à écouter. Moi, quand j'arrive en septembre puis que j'ai des rencontres, des réunions générales, j'ai de la misère. J'ai de la misère à rester assise. Mes yeux sont souvent vers mes élèves. Je me dis, OK, ils ont 6 ans. Monsieur Lachaud disait sur l'attention, 7 minutes, ils ont 6 ans, plus 2 minutes. Tu devrais avoir ça en tête, Mélanie, pour les tenir assis puis à l'écoute. Après ça, là, il faut que tu les fasses bouger, il faut que tu reviennes. C'est à l'adulte à gérer ça. Ce n'est pas à l'enfant à dire, OK, je reste percé. C'est à l'adulte à aller chercher l'enfant puis à travailler par rapport à la persévérance de son attention. Il faut constamment être présent à son rôle, présent à l'enfant et présent à la relation pour développer la persévérance. Je suis entièrement d'accord. Et oui, ben en fait, si vous me permettez, parce qu'on parle de maturité affective aussi. Oui, effectivement, Richard l'a mentionné tout à l'heure et à juste titre, on ne peut pas demander à un enfant d'âge primaire de détenir une bonne maturité affective. Il y en a pour qui c'est plus développé que d'autres, mais on doit pallier en tant qu'adulte à ça. Et une bonne façon, c'est de leur donner les bons mots à dire. Moi, il y a une chose que j'ai retenue il y a une quinzaine d'années d'une conférence de Richard Robillard, où est-ce que Richard nous disait « Donnez à tous vos élèves un petit carton noir et un petit carton blanc plastifié. Et demandez-leur le matin, quand ils s'installent dans la classe, de mettre discrètement en dessous de leur agenda le carton noir si ce n'est pas un bon début de journée, le carton blanc si c'est un bon début de journée, ou les deux si jamais c'est coup-ci, coup-ça, c'est mitigé. » Et puis, moi, j'ai retenu ça et je l'ai fait. Puis, à un moment donné, j'ai poussé l'exercice plus loin. J'ai le privilège d'avoir un certain nombre de Chromebooks dans ma classe et puis j'ai carrément monté un petit questionnaire en ligne que mes élèves doivent remplir chaque matin où ils doivent me parler de leur émotion du moment et de leurs besoins du moment. Évidemment, je leur ai expliqué chacune des émotions de base et je leur ai expliqué aussi chacune des grandes catégories de besoins. Donc, ils savent se situer là-dedans. Et puis, quand ils me remplissent ça, ben moi, ça me permet de voir en temps réel comment un élève se sent à ce moment-là. Et ça me permet de le questionner aussi. Ça me permet, en tant qu'adulte responsable, de régler plusieurs situations ou d'envoyer l'enfant voir la bonne personne là, quand il y a une tristesse, par exemple, quand il y a une colère. Alors, comment on gère ça? Sont déjà bons de nous l'exprimer. Quand on gratte un peu plus loin, ils sont excellents pour nous en donner les raisons aussi. Alors ça, c'est vraiment du côté de la maturité affective, là, quelque chose qui permet de faire un grand pas en avant. Oui, j'ajouterais, avant de passer à l'autre question, je dis souvent qu'il faut diminuer les mots chips. Je ne sais pas si vous aimez les chips comme moi. Moi, j'adore les chips. Sauf que ce n'est pas nourrissant. Mais c'est bon, hein, c'est un petit plaisir. Les recherches nous le démontrent parce que je tiens beaucoup à me baser sur la recherche que pour développer le lobe frontal, il est important d'avoir des mots justes. Et c'est pour ça que j'ai présenté les 24 forces tantôt. Quand on dit à un élève ce que tu viens de faire, là, ben, ça s'appelle l'entraide. Ça, c'est une force. Ça s'appelle coopérer. Quand je te demande de quoi, puis tu le fais, ça s'appelle coopérer. Ça s'appelle la gentillesse ou la curiosité, hein, ce que tu viens de faire. Et on sait maintenant que plus on va nommer ce qui se passe comme force dans le cerveau, ben, moins on a besoin des mots chips comme bravo, fantastique, champion, génial, qui sont pas mauvais en soi, mais c'est pas ça qui nourrit le développement du cerveau. Et c'est notre travail d'adulte. Dans le fond, notre travail d'adulte, c'est de développer les forces du cerveau, du lobe frontal, comme dirait si bien Siegel et Payne Bryson aussi. Alors, vous êtes d'accord avec ça, mes amis? Absolument. Tout à fait. Tu permets-tu, Richard, que je ferme la boucle à la deuxième question? Ben oui, vas-y.
Moi aussi, Jean-Frédéric, j'ai eu la chance, il y a 15-20 ans, de voir une belle conférence de Richard qui nous avait déjà dit on passe à côté de quelque chose d'important si l'adulte ou l'intervenant ne lit pas un livre sur le cerveau par année. Et j'ai développé cette passion de lecture et j'ai eu la chance de lire L'Esprit dispersé de M. Gabor Maté. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, là. Je pense que pas vraiment, non, c'est difficile Oui, avec oui, le oui, fond oui, c'est d'écran. On le bon. voit. Oui, on le voit. Bouge plus, on le Voilà. voit. Et M. Gabor Maté, un professeur d'anglais et de littérature au secondaire pendant plusieurs années, est retourné à l'Université de la Colombie-Britannique pour obtenir son doctorat en médecine familiale générale. Il nous confirme ceci. En général, les fonctions du cortex préfrontal droit comprennent le contrôle des impulsions, l'intelligence socio-émotive et la motivation. Elles contribuent aussi à diriger l'attention. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le cortex préfrontal atteint sa pleine maturité à 25-30 ans. Ça Exactement. change tout. Ah oui, ça change tout. Et d'ailleurs, tu me fais penser, pour développer la persévérance de plus en plus, puis là-dessus, il y a un livre fantastique qui s'appelle Ce n'est pas moi, c'est mon cerveau. Il y a des auteurs comme Boyce, Houdet, entre autres, Steve Masson, activer ses neurones, que plus on explique aux enfants comment fonctionne leur cerveau, si vous saviez comment ils s'ouvrent et comment ça touche à leur persévérance, puis même chez mes petits-enfants, on le peut très bien. Donc, les neurosciences cognitives, affectives et sociales sont importants à mettre en œuvre, à expliquer aux enfants. Il y a tellement de beaux livres là-dessus. Même à 6 ans, hein, Même à Richard. 6 J'ai ans, un ben petit oui. garçon cette année qui m'est arrivé la veille, il finissait en musique. Donc, le lendemain matin, je lui ai dit Oh, mon petit minou, ça n'a pas bien été en musique hier. Puis là, il m'a montré sa main parce que je leur explique le cerveau dans la main. Il m'a pas montré. Mon dragon, là, il était vraiment dans le champ de patates. C'était ses mots, mais en même temps, c'était mes explications qui avaient précédé la semaine avant. Et là, on est reparti, puis la semaine d'après, la musique, ça a mieux été. Ben oui, il faut leur expliquer ce qui se passe dans le cerveau. D'ailleurs, si on était vraiment respectueux des enfants et des jeunes, on ne parlerait pas de la personne, on parlerait de leur cerveau. Moi, j'ai souvent dit, oh, ton cerveau ce matin, là, c'est difficile pour lui. Il n'est pas disponible. On va essayer de le rendre disponible, ton cerveau. Alors, ça aussi, ça aide à se mettre en action, ça aide à persévérer, à aller plus loin, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a 3 niveaux de langage qu'on devrait utiliser davantage en éducation maintenant. Il y a le langage, évidemment, des émotions. Jean-Frédéric en a parlé. Le langage des besoins. J'en ai parlé, Mélanie, un peu. Oh, on a besoin de bouger, là, un peu. Et le langage des forces. Alors là, on va s'emmener dans une éducation positive. Écoutez, il y aurait une 3e question que j'aimerais vous entendre. Comment les parents peuvent favoriser le développement de cette force de la persévérance chez leur enfant? Alors, je commencerai par Jean-Frédéric. Tiens. Ben, je pense qu'on a eu un excellent exemple avec la 2e vidéo qu'on a vue, le petit garçon qui joue au basketball. Écoutez, en fait, c'est un contre-exemple, c'est important de le mentionner, mais à la toute fin, quand le père lui a dit, et il était là l'exemple, ne laisse jamais quelqu'un briser tes rêves, ben, c'est exactement ça. Alors, c'est en encourageant l'enfant dans la voie que lui a décidé d'emprunter, qu'on lui permet de cultiver, d'entretenir sa persévérance. Et puis, on l'accompagne là-dedans. Il faut l'accompagner. On parle de parents dans la question. C'est tous les adultes autour, je le répète, mais l'enseignant a un rôle à jouer au niveau des parents. Mélanie en a parlé beaucoup. Elle enseigne aux enfants plus jeunes. Et puis, il faut que ça se poursuive tout au long de la scolarité. Maintenant, c'est clair que l'enfant vieillit, puis la situation, le rôle du parent change à travers son évolution en âge. Mais le rôle de l'adulte autour, c'est vraiment d'encourager le jeune dans la voie qu'il a lui-même choisie.
S'il se rend compte, le jeune, à un moment donné, que ça ne fonctionne pas, il va changer tout simplement, puis il va se diriger vers autre chose, vers un autre rêve qu'il veut accomplir. À l'école, on ne parle pas nécessairement de rêve. On parle de choses qu'il doit faire, on parle d'une tâche à accomplir. Ben, je mentionnais tout à l'heure quel était le rôle de l'enseignant. Le rôle du parent, c'est de le maintenir là-dedans et de rester en constante communication, en collaboration avec les acteurs à l'école pour pouvoir justement favoriser ce développement-là chez l'enfant. Jean-Frédéric, je m'excuse, tu parlais tantôt de coach pour tes élèves. Ben moi, dès la rencontre de parents, je suis moi-même maman. Je me donne le rôle d'être coach pour les parents. Je veux créer un lien avec les enfants, mais je veux aussi créer un lien avec les parents. Je les fais rire un peu au début de ma rencontre de parents. En septembre, je leur dis, bon là, je m'appelle Mélanie Ouellette, mais vous allez voir que je vais devenir Dieu cette année pour vos enfants. Puis j'ai dit, prenez-le pas personnel, mais j'ai dit, il faut que vous surfiez sur la vague de cette idéologie-là. Avec moi, vous allez pouvoir faire à votre enfant tout ce que vous voulez. Prenez-moi en otage. Puis pour être moi-même maman, parfois on rencontre des difficultés avec nos enfants, puis on a besoin de coach. Malgré le fait que je lis beaucoup de livres sur l'éducation, malgré le fait que ça m'intéresse énormément, il y a des parents qui ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de sentir qu'on est en étroite collaboration. Qu'on fait équipe. Oui. Moi, j'ai eu des difficultés. En fait, ma fille, au niveau de l'anxiété, quand elle est rentrée au secondaire, puis j'ai eu des enseignants comme Éric, tu sais, pour ma fille, puis j'ai décidé d'écrire des courriels, puis ils m'ont tellement aidée, même si on est allé consulter, même si on est allé voir des spécialistes, c'est principalement un enseignant qui m'a répondu à mon appel à l'aide et qui m'a dit, parfait, Mélanie, on va prendre ça en charge à l'école, on va la pratiquer pour ses exposés oraux en anglais. C'est ça qui la hante, qui l'empêche d'être heureuse à l'école. Parce que le but, c'est que tous les enfants soient heureux à l'école, peu importe leur cheminement, peu importe leurs difficultés. Et les parents, ils ne sont pas à l'école avec les enfants. Quand j'ai un enfant qui est sur le bord de la clôture et qui ne veut pas venir à l'école, moi, je me remets en question comme adulte. Moi, c'est mon travail d'aller voir le parent puis d'aller chercher le cœur de l'enfant. Parce que la confiance, pour confirmer tout ça, la confiance envers l'adulte favorise l'apprentissage des jeunes. Croire en ce que dit l'adulte favorise le développement du lobe frontal. La contribution des parents, pour moi, en tout cas, elle est essentielle dans la persévérance des enfants. À la rencontre de bulletins, Mélanie, on avait parlé à la dernière rencontre. La rencontre de bulletins avec les parents est essentielle. J'explique aux parents comment est-ce que l'enfant évolue tellement bien dans ma classe depuis la première étape. Oui, mais mon enfant n'a pas réussi à avoir une belle note. Ce n'est pas important pour l'instant. On s'en va dans une progression. On va laisser le temps à votre enfant de bien s'adapter, puis soyez pas inquiète, faites-nous confiance, parce qu'avec votre enfant, on travaille fort tous les jours, puis on va persévérer, puis on apprend plein de belles choses. Si le lien d'attachement est difficile à la maison, ben moi, je dis aux parents, ne serait-ce que d'encourager celui-ci à rester connecté à sa figure d'attachement. Ça peut être un enseignant, un intervenant, un grand-parent, une tante, un oncle, puis de créer un pont d'attachement avec la figure d'attachement. Je propose aux parents de communiquer avec moi, si vous voulez. On va discuter de la relation que j'ai avec votre enfant pour que vous puissiez connaître le cheminement et la persévérance de votre enfant. Et je pense qu'il est préférable de créer un lien avec l'adulte, en tout cas, favoriser le lien avec l'adulte, pas juste avec un groupe d'amis. Richard, ça, c'est quelque chose qu'on a bien appris de toi. C'est parce que le comportement des ados, parfois, peuvent être immatures et influencer l'élève vers des gestes spontanés. Donc, le lien d'attachement avec un adulte est très favorable. Ça développe la confiance envers l'enfant.
Très juste. Et si vous parlez de confiance, je vais me permettre des petites choses. D'abord, je demandais aux parents, je disais, une fois qu'ils m'avaient rencontré, je disais, vous allez dire à votre enfant, j'ai vu ton enseignant, il a bien de l'allure, attache-toi à lui. Fais-y confiance. Il va t'emmener plus loin. Et d'ailleurs, on doit dire aux enfants aussi, faites ce que je vous demande parce que je sais ce qui est bon pour vous pour apprendre. Un adulte alpha, solide, ça sécurise les enfants et la sécurité est en lien avec la persévérance. Puis je disais aussi souvent qu'il y a 3 niveaux de confiance. Il faut avoir confiance en soi en tant qu'adulte, pour ce qu'on apporte aux enfants, évidemment, ça nous demande des connaissances, tout ça. Mais il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance au cerveau de l'enfant. Parce que c'est là que résident ses forces, ses potentialités. Puis il faut faire confiance aux expériences que les jeunes vont vivre avec d'autres jeunes et avec des adultes. Et avec ces 3 niveaux de confiance-là, ben oui, on va influencer et maintenir cette force de la persévérance dont on parle depuis tantôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Tout à fait. Prendre le temps d'écouter les jeunes, de les mettre de se mettre au même niveau qu'eux est simple et puis c'est facile. Je termine toujours mes rencontres de bulletins avec les parents en disant, bon, ben, madame, vous devriez être en mesure de me dire quel est le repas préféré de votre enfant. Ah, il aime beaucoup la pizza, tiens. Ben, ce soir, ben, pour le récompenser, c'est la pizza. C'est la pizza et prendre le temps de discuter avec votre enfant de la rencontre qu'on a eue aujourd'hui ensemble, de lui dire bravo, mon grand, Éric m'a parlé que ça va super bien. OK, tu as eu une note un peu difficile. On va travailler ensemble, on va aller plus loin là-dedans. Puis je suis sûr que Mélanie et Jean-Frédéric le font aussi d'une façon différente, mais d'encourager l'accueil, En les fait, mots, le temps et le regard. chaque rencontre de parents que je vis individuellement avec l'élève et ses parents, je pose toujours la même question à l'enfant. Je lui dis, tu n'as pas le droit de répondre, je ne le sais pas. Qu'est-ce que je veux dire à tes parents? Oui, c'est bon. Là, ça les gêne un petit peu parce qu'ils viennent toujours automatiquement, systématiquement, je devrais dire, pour répondre, je ne sais pas. Ils n'ont pas le droit. Alors, à ce moment-là, ben, ça les incite à trouver quelque chose et moi, je vise beaucoup plus le parent là-dedans, la collaboration du parent, venir le chercher. Parce que souvent, le parent lui-même va embarquer, va tenter de répondre à la place de son enfant et puis c'est très rare que je donne raison aux parents quand c'est négatif ou quand c'est pas positif, très constructif là, quand le parent apporte ça. C'est sûr que je n'irai pas à l'encontre de ce qu'il est si l'observation est positive, mais ça permet justement de passer les messages de cette façon-là et d'encourager l'enfant. Il y a toujours, oui, peut-être le petit mot constructif qui va venir, mais j'entoure ça de remarques positives avant et après qui font en sorte que l'enfant sort de là encouragé. Et l'enfant, parfois, a le goût, pas juste le goût, il le fait de regarder son parent et de dire ah, c'est pas si pire que ça, hein? Je te l'avais dit. Fait que, de ressortir les 24 forces aussi. Ben oui, voilà. Absolument. Voilà. Et le rôle du parent, ben, c'est un petit peu ça aussi. Là. Les aider à favoriser le développement de la force de la persévérance chez leur enfant. Ça prend l'intervention de l'enseignant. Quand on peut le faire de concert avec leur enfant devant eux, ben, tant mieux, ça fait partie du cheminement. Oui, avec les parents, il faut, moi j'aime beaucoup les parents, j'en rencontre énormément, et il faut leur enseigner, leur envoyer des capsules, les inviter à lire, je fais ça beaucoup. Les gens me disent, des fois, ils ne vont pas lire. Ça, là, ce n'est pas de tes affaires. Dépose, hein, invite à lire, puis il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un parent qui me disait, il dit, mon fils, il me dit qu'il fait ses devoirs pour vous. Ben, j'ai dit oui. Je leur dis souvent, faites-moi ça. Faites-moi votre lecture. Et d'ailleurs, même à l'université, je dis aux étudiants, lisez-moi ce texte-là, ça va vous aider pour votre recherche. Et je reçois des courriels qui me disent, ben, ça ne me tentait pas.
Et puis, en fin du compte, j'ai pensé à ce que tu as dit, puis je l'ai lu, puis c'est vrai, il y a des éléments là-dedans qui m'aident beaucoup à avancer ma recherche. C'est pas sorcier, parce que des fois, j'ai besoin de faire pour quelqu'un. Puis d'ailleurs, de toute façon, je regarde ma fille, des fois, elle me dit, papa, en théâtre, on joue pour le metteur en scène, mais on sort de nous des fois ce qu'on ne pensait pas qu'on avait, hein, puis même au niveau des sportifs. Hein. Ça s'appelle la saine dépendance à l'adulte alpha. Et pour nourrir la persévérance des enfants, ben oui, ils ont besoin d'être en saine dépendance. D'ailleurs, on commence sa vie en saine dépendance de sa maman, puis on finit sa vie à mon âge en saine dépendance de son médecin, hein, 100%. Et entre les deux, mais c'est l'interdépendance, voyez-vous. Alors, voilà. Bien. J'ajouterais, Oui, Richard, on a dans la société, je trouve qu'on a le mot autonomie. Moi, je travaille avec les petits, puis ça arrive de maternelle également, ce mot-là, autonomie, rapidement. Je trouve que on a des grandes attentes face à ce que l'enfant, par exemple, de 6 ans, de 10 ans, doit faire seul. Tu as tellement raison. Ça m'arrive souvent de me faire regarder par mes collègues quand je m'accroupis puis j'attache le manteau d'un élève ou que je mets les élastiques de sa salopette sur ses bottes. Mais dans ma tête à moi, c'est un prétexte pour aller chercher le cœur de l'enfant, un prétexte pour rentrer en lien avec lui. J'ai un petit garçon présentement qui fait l'étoile, il fait l'ange, il tourne en rond au lieu de s'habiller. Ben, je m'assois à côté de lui, puis là, je dis « OK, on minute notre temps. OK, vas-y. » Puis je m'approche, puis je l'aide à étirer l'élastique. Je vais faire exprès pour attacher son manteau, pour voir ses yeux, pour rentrer en lien avec lui, pour être en contact avec lui. La prochaine fois qu'il va s'habiller, je suis certaine que ça va être plus rapide. Qu'est-ce qui se passe si tu ne l'aides pas? Qu'est-ce qui se passe si je l'aide? OK, d'abord. OK, d'abord. Non, mais il y a ce que tu dis, Mélanie, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains enfants, ils sont tout simplement bloqués. Puis j'ai assez hâte qu'on élimine là, des mots là, comme il ne veut pas. Puis c'est jamais une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Et que dans la tête des enfants, des fois, ils ont besoin de toi, là, maman, la maman affective, tout près pour remettre de l'ocytocine dans le cerveau de l'enfant. Hein, et de la sérotonine. Puis ensuite, il y a la dopamine qui vient. Hein. Ben, ce sont des neurotransmetteurs tellement importants pour la persévérance puis développer cette capacité-là. C'est inouï comment, plus on comprend le fonctionnement du cerveau, plus on s'aperçoit que juste être tout près d'un élève, Jean-Frédéric, tu le sais très bien, tu t'approches d'un élève, tu te mets à côté de lui puis il se met à faire la tâche. Hein? Tout à fait. Puis c'est un problème d'adulte, moi, que de penser qu'un enfant va tout savoir et va tout faire à un certain âge en particulier. Parce que chacun, premièrement, évolue à sa propre vitesse. Et puis, c'est quelque chose qu'on entend souvent et même qu'on va dire en tant que parent. Même quand on sort du milieu scolaire, là, chez nos propres enfants, on peut être très sévère avec eux, de dire ben, comment ça se fait qu'à son âge, il ne fait pas ça, il ne dit pas ça, ou comment ça se fait qu'à son âge, au contraire, il me dit ça. Il devrait penser que ça ne se dit pas, que... Non, on ne sait pas ce qui se passe justement dans le cerveau, le cheminement qui a été pris par son raisonnement. Et puis, c'est de questionner tout bonnement à ce moment-là, essayer de savoir justement pourquoi l'enfant, soit par geste, soit en parole, a eu cette réaction-là. Il n'y a personne qui est malveillant là-dedans. Au niveau des jeunes, là, tout part de bonnes intentions. Maintenant, quand ça ne sort pas comme on s'attend à ce que ça doit sortir, ben, c'est de questionner, c'est de voir, et Mélanie l'a tellement bien expliqué, c'est de jouer notre rôle d'adulte. Si ça justifie qu'on mette les bretelles de salopette par-dessus les bottes, ben on le fait. On le fait, l'enfant va finir par l'assimiler, va finir par le comprendre, ne serait-ce que pour rejoindre les autres à un moment donné. Il va tellement se trouver bon quand il va être capable. Là. Exact. On va célébrer, puis ça va être merveilleux, on va passer à autre chose. J'avoue, je fais la boîte à lunch
de ma fille de 14 ans. C'est un prétexte pour être avec elle. C'est un prétexte pour jaser avec elle de bonnes habitudes. C'est un prétexte pour cuisiner avec elle. Quand on comprend là, le fonctionnement du cerveau, justement, puis son développement, là, ça apaise énormément notre vision des comportements de l'enfant ou de l'ado. Puis ça nous permet de réagir différemment en limitant la confrontation puis qui favorise le développement de l'humain. Moi, j'ai appris ça de mon mentor Richard. Merci, mais dans le fond, c'est de travailler dans une approche, dans une éducation développementale et non pas dans une éducation comportementaliste, santé seulement les comportements. Le comportement, c'est un langage que les enfants utilisent involontairement, souvent, inconsciemment, pour nous exprimer ce qui se passe dans leur cerveau. Hein, c'est ça, dans le fond. Tout à fait. On s'entend, Mélanie, que tu n'attacheras pas son manteau à tous les jours. Non. On en arriver à, voilà, tu vas en arriver à une progression. C'est de là que ton lien d'attachement reste avec toi. Puis, à un moment donné, il va te dire, Madame Mélanie, j'ai réussi toute seule. Et voilà, c'est la personne. Le développement. Alors, mes amis, je n'ai pas le temps d'avancer. On pourrait prendre une petite pause puis avoir une petite vidéo qui s'appellerait « Mon avenir ». Qui est notre but ultime, hein? Oui. Aujourd'hui, ça va. Je sais où je m'en vais. C'est demain qui me préoccupe. Moi, je veux faire ce que j'aime. J'ai pas envie d'être blasée dans 10 ans. Des fois, je me demande si eux, ils ont fait le bon choix. Ma carrière, ça devrait être une question de liberté, pas d'obligation. J'ai toujours vu ça comme un parcours, comme quelque chose qui se construit. Puis je le sais ce que je veux construire. Ce qui me manque, c'est les outils. Fred les a trouvés, ces outils, lui. Peut-être pas ceux que je cherche, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi. L'important, c'est qu'il y a l'entourage pour exploiter ses passions. C'est pas que j'ai besoin de me faire prendre par la main. Je suis prête à relever de nouveaux défis, vivre du changement. Puis justement, ce que je veux, c'est un endroit qui les comprend, les changements. Aujourd'hui, tout évolue tellement vite. Peut-être que je vais décider de poursuivre mes études. Je veux que mon bagage me serve à quelque chose. Je veux un endroit où je suis quelqu'un, où je fais partie de quelque chose. Un peu comme une famille, un peu comme eux, dans le fond. Leur vie change, le marché du travail approche, mais ils sont pas inquiets parce qu'ils sont prêts. Prêts pour ce que demain leur réserve, mais surtout prêts à vivre de leur passion. Ils ont des rêves différents, mais tous le même endroit pour les réaliser. Alors, je vais remettre le document. Évidemment, il y a une publicité là-dedans. On aimait beaucoup cette vidéo-là. Il y a le mot que j'ai retenu, l'entourage. Peu importe l'âge. Je regarde ma grande fille de 44 ans, l'entourage. Comment c'est important pour elle. Puis pour nous aussi, notre entourage. Hein. Alors, en conclusion, mes amis, qu'est-ce qui vous apparaît le plus important, voire crucial dans le développement de cette force chez les jeunes? Moi, je renomme la même phrase que j'ai nommée au début du webinaire. C'est incontournable. Accompagner l'élève à travers une relation d'attachement dans une gestion de classe positive avec une saine autorité et fermeté. Merci. Donc, mes 4 mots, je vous les répète, accueil, regard, les mots et le temps dans une approche développementale. Pour moi, c'est ma façon d'agir. Mélanie? En fait, je dirais idem. Puis j'essaie dans mon milieu, tu sais,
les gens qui sont intéressés, j'essaie d'expliquer, j'essaie de nommer les choses, j'essaie d'être en équipe avec mes collègues enseignantes qui ont des questionnements par rapport à des enfants. C'est par choix que je suis en première année. À un moment donné, je connais tous les élèves de mon école, puis souvent, tu sais, je vais me promener, je vais marcher mon école, comme tu dis, Richard, puis je vais aller voir comment sont les yeux de mes grands rendus en 5e. Souvent, je vais demander de l'aide pour mes petits en lecture avec les grands avec qui tu vis, Jean-Frédéric, à l'école. Puis je vais essayer, je vais tenter de nommer certaines choses que j'ai vues en première, puis qui peuvent aider mes collègues de plus haut niveau. On est là pour comprendre, hein? Chaque enfant est un petit labyrinthe, je le répète souvent. Et la porte, c'est à l'adulte de le découvrir, laquelle ouvrir, puis ce vers quoi on va avec chaque enfant. Moi, je pars de 3 mots: attachement, sécurisation, coopération. Faut créer l'environnement à partir de ces 3 mots-là. Et quand je dis créer l'environnement, c'est vraiment de tout établir. Je reviens à mon esprit d'équipe, faire comme si on était dans une joute avec le plan de match qui sont les objectifs et les moyens pour y parvenir, et avec tout l'esprit d'équipe, de l'équipe au complet, autant des jeunes que des adultes. Et quand je dis les adultes, c'est les acteurs du monde scolaire que les parents, pour ramener, faire les ajustements nécessaires et s'assurer que tout le monde connaisse une excellente saison en tant qu'équipe, mais qu'on soit fier du résultat en tant qu'individu dans cet environnement-là. J'ajouterais aussi, puis ça, c'est M. Daniel Segal, entre autres, qui m'a beaucoup interpellé dans son livre « Le cerveau en formation » que vous connaissez. À la fin de son livre, en conclusion, il parle de la réussite. Je considère d'ailleurs dans le monde de l'éducation qu'on parle trop souvent de la réussite, mais pas assez de la qualité des apprentissages et de la qualité de l'enseignement. C'est ce que vous démontrez. Et cette qualité d'enseignement, qualité de l'apprentissage, ça nous amène à la réussite. Mais dans la réussite, il y a 2 formes de réussite. Il y a la réussite explicite, si on veut, les notes, le rendement, la performance. Mais il y a aussi une autre réussite. C'est la réussite intériorisée chez le jeune, que ce soit adolescent ou l'enfant. Cette réussite intérieure, cette capacité qu'il a, par exemple, à pouvoir manifester ses forces humaines. Et il se peut très bien que ma réussite externe ne soit pas à point, puis ça peut arriver. J'ai recommencé 2 fois des années scolaires. Il y a 4 écoles qui m'ont mis dehors, encore des petits comportements. Mais ce dont je suis fier, c'est beaucoup plus de cette réussite intérieure que beaucoup d'adultes m'ont amené dans cette réussite-là. Et si je n'avais pas eu ces adultes, ces enseignants-là, je ne serais pas ici. Et c'est pour ça que je continue à leur rendre hommage. On en revient, si vous permettez, M. Robillard, à la motivation intrinsèque. Oui. Et vraiment, là, à ce que le jeune soit fier de ce qu'il accomplit, mais soit fier pour lui, pas pour plaire à quelqu'un d'autre autour, pas pour plaire à un adulte, à son enseignant ou à ses parents. L'enfant doit être fier de ce qu'il accomplit pour lui, doit voir le but, l'objectif de cette réussite-là. S'il a l'impression de travailler pour rien ou de travailler pour quelqu'un d'autre, on vient de rater notre coup. Vraiment, ils doivent voir ça pour lui, ce que ça lui apporte à lui, ne serait-ce que la satisfaction, mais très souvent un peu plus. Oui, c'est pour ça que j'ai une difficulté, puis je ne le dis pas, puis je ne l'ai pas dit à ma fille non plus, sois fier de toi.
mais je pose la question, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu ressens cette fierté d'avoir persisté, hein, d'avoir été persévérante, d'avoir atteint ce que tu voulais? Et cette fierté, elle doit venir de l'intérieur. C'est très juste. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit souvent que moi, quand j'entends dire « sois persévérant », j'ai des bébites. On m'a dit ça souvent, étant jeune, sois persévérant, mais la question que je me posais, toi l'adulte, est-ce que tu es persévérant avec moi? Et tous les adultes qui sont persévérants avec les enfants, eh bien, ça influence le développement de leur persévérance, hein. Mais pour ça, ben, il faut que nous-mêmes, on développe sans cesse cette persévérance à faire ce que vous faites. Et ça revient aussi à dire ceci, que je suis toujours touché et admiratif de savoir qu'il y a des adultes comme vous trois et des centaines d'adultes au Québec ici, qui chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, développent cette persévérance chez les enfants. Ça, pour moi, là, c'est un exploit extraordinaire, dont on ne parle pas nécessairement beaucoup parce qu'on cherche les grands exploits, puis je n'ai rien contre les grands exploits, hein, c'est le choix de la personne. Mais cet exploit d'une persévérance quotidienne à faire ce que vous avez mentionné, puis il y en a des centaines d'autres enseignants comme ça. Et ça, pour moi, ça m'impressionne. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on termine un petit peu sur le cas d'un jeune qui s'appelle Gabriel Bren Lopez, qui était traité de cancre. À l'école, c'était difficile pour lui, au primaire, au secondaire. Il y a eu un article dans la presse il n'y a pas tellement longtemps. Et au secondaire, il y a eu l'opportunité, le privilège. C'est un privilège, hein, que les jeunes ont de nous rencontrer. Et c'est un privilège qu'on a de les rencontrer. Ce n'est pas juste une chance. Il a eu le privilège de rencontrer au secondaire. Et on le voit sur la photo ici, un enseignant d'histoire et qui faisait aussi du théâtre et qui a tranquillement amené Gabriel à développer cette persévérance. Et qu'aujourd'hui, il est le fondateur de Fusion Jeunesse et nous allons nous permettre de l'écouter. Alors, si on veut mettre la vidéo 4. Bonjour, mon nom est Gabriel Bran Lopez. Je suis le président fondateur de Fusion Jeunesse, un organisme qui travaille pour contrer le décrochage scolaire. Et j'ai également cofondé l'organisme Robotic First Québec. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir nos jeunes avec qui on travaillait il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans. Des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés et qui, grâce à nous, ont découvert leurs capacités en mode, en robotique, en cinéma. Et ces jeunes qui, auparavant, ne pensaient peut-être pas aux études postsecondaires, le cégep ou l'université, maintenant envisagent poursuivre des études postsecondaires. Et pour nous, ça, c'est une réussite de pouvoir dire qu'on a permis à des jeunes à risque, de découvrir leurs capacités de façon continue et de découvrir surtout des passions. Et pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir dire qu'on a influencé le cheminement de plusieurs jeunes. Un autre accomplissement de Fusion Jeunesse, c'est les collaborations étroites qu'on a dans les communautés autochtones Cris de la baie James et les communautés inuites du Nunavik, où on a une présence continue, assez significative dans chaque communauté. Et pour nous, c'est né d'un projet pilote où les membres de la communauté nous ont acceptés et ont collaboré avec nous pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a une belle expansion et pour moi, c'est une réussite significative.
Il y a beaucoup de défis pour des organismes comme Fusion Jeunesse ou Robotique First Québec. De un, c'est la demande grandissante des écoles. On veut dire oui à toutes les écoles, à toutes les directions, mais on n'est pas toujours en mesure. Ça, c'est un défi majeur. L'autre défi, c'est le défi financier, comme tout organisme. Les conseils que je donne aux jeunes d'habitude, c'est n'ayez pas peur et osez. Peut-être on pense qu'on n'est pas bon en design de mode, en génie, en cinéma, mais il faut les tester avant de dire qu'on n'est pas bon. Et c'est en testant qu'on se rend compte qu'on n'est pas si mauvais que ça. Quelle beauté. Quelle beauté d'entendre ce jeune homme. Et s'il est là, eh bien, c'est parce qu'il y a eu dans sa vie des adultes. Je dis souvent, et je le répéterai, aucun jeune ne peut se développer, ne peut développer cet ensemble de forces qui est dans son cerveau, cet ensemble de potentialités, sans la qualité présente des adultes dont vous avez mentionné, puis il y en a plusieurs autres. Alors, merci les personnes. D'abord, je vous remercie tous les trois, mes amis. Pour moi, c'est un cadeau aujourd'hui. Merci de l'invitation, Richard. Merci à toi, Richard. Merci à tout l'organisme, à Chantal, à Frédéric, et j'ai oublié le nom. Vincent. Vincent. Technique. On a un souhait. Nous souhaitons que la semaine de la persévérance soit dédiée à remercier les adultes qui quotidiennement développent cette force chez les jeunes. Alors voilà, je me sors de ce diaporama. Merci, M. Robillard. C'est vraiment intéressant. On reçoit des petits cœurs. On a reçu plusieurs commentaires. Bravo pour cet atelier, cette conférence pertinente. On a eu des commentaires à l'effet que ça fait du bien d'entendre des enseignants qui sont engagés avec d'aussi belles intentions. Effectivement, on entend souvent parler de l'autre côté du spectre des enseignants qui font pas leur travail, qui accompagnent moins bien nos jeunes. Mais là, c'est comme un baume pour le cœur aujourd'hui. Merci, M. Robillard, d'avoir réuni ces enseignants. Est-ce que je peux me permettre, on a des applaudissements qui entrent aussi dans le fil de discussion. Est-ce que je peux me permettre de peut-être lancer une question, comme il nous reste un peu de temps au webinaire? Je sais que vous voulez terminer aussi, je pense, avec un petit texte. Je vais vous laisser du temps pour ça. Peut-être en une phrase pour nos participants, comment est-ce que vous résumeriez votre rôle comme parent, comme adulte significatif auprès des jeunes? On aimerait ça vous lire là-dessus. Donc, en une phrase ou en quelques mots, quel est votre rôle significatif auprès des jeunes? Vous résumeriez ça comment? On a entendu les enseignants, on vous a entendu M. Robillard, on a entendu tous les facteurs à considérer. Est-ce que ça vous a inspiré à la maison ou dans vos bureaux? Qu'est-ce que ça vient interpeller chez vous? Peut-être de vous lire là-dessus. J'ai un commentaire ici. Oui, un baume pour le cœur. On rêve de la même chose en France. Ah, ben on a des spectateurs français avec nous. Donc, merci à vous tous. Super présentation. On a ça ici comme commentaire. Est-ce qu'on a en résumé, ou encore ce que vous ressentez là, à la fin de ce webinaire? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient interpeller en vous? Le rôle que vous voulez jouer, mais à partir de maintenant. Moi, je sais bien que je vais y assumer, on dit ici, assumer d'être l'adulte pour permettre à l'enfant d'être un enfant. Ouais. De mettre au même niveau que l'enfant. En début d'année, je pose la question à mes élèves, qu'est-ce que j'ai comme privilège par rapport à vous? J'ai une petite anecdote rapide. Et les élèves sortent, « Ah, t'es payé. » Oui, ça fait partie de mes responsabilités en tant pour mon métier. Mais j'ai quoi comme privilège de plus que vous? Et je vous promets qu'il n'y a rien qui sort. Et je dis à mes élèves, oui, il y a une chose. J'ai une chaise rembourrée beaucoup plus confortable que la vôtre. Et dorénavant, à partir d'aujourd'hui, à chaque début de période, l'élève qui me demande
puis-je avoir ta chaise, Eric? Aucun problème, je lui passe. Je veux me placer au même niveau avec des responsabilités bien différentes, c'est évident. Et avec une saine autorité, avec fermeté, puis bienveillance. Et voilà, c'est de cette façon-là que mon quotidien se vit. Avec confiance, qu'on sait qu'est-ce qui est Confiance. bon pour eux aussi. Nos Dans élèves mes qui sont phrases. devant nous, là, ils ont Merci de besoin me faire d'être... confiance. Et Merci de me faire confiance. Merci d'être là à tous les cours. J'ai 125 cours x 4 groupes. Faites le calcul. Je commence mon cours. Merci d'être là. Au début, les élèves, hein, pourquoi tu nous dis ça? Vous allez comprendre avec le temps. C'est tellement facile. j'ai une petite anecdote là-dessus d'un élève avec qui je disais le matin, mais merci les enfants d'être là. On va passer une très bonne journée. Puis un petit gars dit, oui, mais mon père, il me force à venir à l'école. Et je lui avais répondu, il fait bien parce que tu as le privilège de m'avoir comme enseignant. Et tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Alors, ça va être une bonne journée. Et cet élève-là, c'est tu. Parce que Gordon Neufeld, par exemple, ou mes grands-maîtres, parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de reconnaissance parfois de nos grands-maîtres, parce qu'on a des maîtres, soit des maîtres en proximité ou des maîtres en lecture. Catherine Guéguen est une maître pour moi, Daniel Segel, bon, peu importe. Et ces grands maîtres-là me disaient toujours, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu sois là solide. Les jeunes ont besoin de notre solidité. Ils ont besoin qu'on agisse en alpha, qu'on réponde aux besoins des enfants, qu'on sache où on va. On est la réponse des jeunes. Gordon le fait. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Puis la journée, je ne suis plus capable d'être la réponse, ben, je vais m'arranger pour m'en aller. Ben, c'est ça. Et c'est ça, mes amis. C'est ce que ça veut dire d'assumer d'être l'adulte pour permettre à l'enfant d'être enfant. C'est Exact. l'imputabilité, accepter la responsabilité qui nous revient comme adulte, puis de le jouer, ce rôle-là, de l'assumer. Oui, ça, c'est bien. Puis c'est vrai. Puis en même temps, il y a un autre problème. C'est que en tant qu'adulte, parfois, on peut être bloqué dans notre maturité affective. Je sais, je l'ai été bloqué jusqu'à 40, 45 ans, fait que je n'ai pas de morale à faire. On peut être bloqué. Alors, c'est à nous, une fois qu'on a débloqué, d'aider ces gens-là. C'est d'aider. D'ailleurs, il y a une phrase pour terminer, je veux dire, chaque personne, enfant et adulte, fait du mieux qu'il peut. Elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle possède et ce qu'elle est au moment où elle agit. Mais notre travail, c'est d'augmenter notre possession de connaissances, notre possession de compétences. C'est ça notre travail. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Frédéric? Moi, je bois les paroles qui sont dites actuellement, puis les enfants ont besoin de nous. C'est essentiel qu'on soit là. On a besoin d'eux aussi. Et puis, pour être une réponse, encore faut-il avoir des questions. Il faut les susciter, ces questions-là. Et moi, je reviens à un de mes 3 mots importants, le mot coopération. La coopération entre l'adulte et l'enfant, entre l'enseignant et l'élève, elle est essentielle. Et puis, pour faire un petit retour sur ce qui a été dit au tout début, et Éric l'avait déjà très, très bien résumé, ça prend les moments dédiés, qu'ils soient courts, qu'ils soient longs, peu importe, il faut créer cette relation-là. Et si c'est plus difficile à créer, 1, il faut être patient. 2, est-ce qu'il n'y a pas un autre adulte autour qui peut nous aider à créer ce lien-là, à créer le pont d'attachement avec les jeunes? Mélanie, continue à faire son lunch avec toi. Très important. Tout en jasant, discutant, puis en amenant plein de beaux sujets de conversation. Dans le fond, là, Oui. je t'amènerai en disant, on va vite, nous les adultes. On peut-tu ralentir? Ralentir au rythme de l'enfant, ralentir au rythme de l'ado, pour que lui, plus tard, puisse mieux voler de ses propres ailes. Gordon Neufeld nous disait, on a pas assez de sagesse dans notre société pour maintenir nos enfants, nos jeunes, le plus longtemps possible sous nous, pour qu'ils puissent mieux voler plus tard. Voilà.
J'ai une question pour vous qui nous vient du fil de la discussion. Je sais que M. Robillard, vous dites en terminant, est-ce que vous permettez que je l'amène au Ah, ben oui, panel? ben oui, Oui. ben oui. C'est Parce que vous savez, c'est mes amis qui vont répondre. vous savez quoi? On aime ça, les fins comme ça nous inspire à chaque fois. Alors, on va vous en demander encore et encore. Comment trouver l'équilibre entre la fermeté et la bienveillance? Ah, ça, c'est une très, très belle question. D'abord, il faut assumer son rôle d'autorité. Et ça, là, on aurait long à dire. J'ai donné une conférence d'une journée complète à Sherbrooke il n'y a pas tellement longtemps sur l'importance de bien développer la saine, je dis bien la saine autorité et fermeté dont l'enfant a de besoin. Et le mot sain veut dire une bonne autorité et fermeté. Et pour ça, ben, il y a quelque chose d'important qui ne vient pas de moi, j'ai tout appris dans ma vie, c'est de connecter à l'alpha qui est à l'intérieur de nous. Mes amis ici puis je le sais, je les connais, ils ont tous un alpha. Un alpha, c'est une posture qui prend soin des besoins de l'autre. Et cette saine autorité et fermeté ne peut pas se faire sans avoir de l'empathie. Puis Mélanie nous en a parlé. Et Éric et Jean-Frédéric, la bienveillance. La bienveillance, c'est de veiller au bien de quelqu'un. Et je terminerai en disant que parfois même, cette bienveillance-là doit emmener l'enfant à vivre de la frustration, à vivre une crise, parce que c'est avec ces deux éléments-là qu'il va développer sa maturité d'adaptation. Alors, le problème, c'est que nous, est-ce qu'on est tolérant à l'intolérance de la frustration du jeune? C'est ça notre travail. Tu ne peux pas avoir une saine autorité sans l'empathie et la bienveillance, impossible. Sinon, tu tombes dans l'autoritarisme ou dans un adulte, un mur de béton. Bon. Ou dans un système d'émulation. Quand on est fatigué, là, la petite coccinelle ou la petite tortue, elle peut rapidement arriver dans le rouge. Ouais. Là, l'importance de connaître le développement du cerveau, justement, au niveau du préfrontal, qui réagit avec le lobe limbique, qui envoie les émotions. Le préfrontal gère ces émotions-là. Puis, on dit, Gabor Maté le dit, c'est entre 25 et 30 ans que la pleine maturité atteint son potentiel au niveau du lobe frontal. Donc, en sachant ça, on se doit de réagir différemment. En termes très concrets, il y a Maurice Tremblay, qui est un collaborateur de Richard, qui a dit quelque chose que j'ai toujours retenu à un moment donné. Quand on parle de saine fermeté et de bienveillance, c'est 2 oui pour un non. Alors, l'élève nous pose une question, nous demande à un moment donné, par exemple, parce que c'est une question que j'ai eue cette semaine, est-ce que je peux passer la récréation à l'intérieur parce que je n'ai pas le goût d'aller dehors, parce qu'il fait froid? Alors, l'élève a besoin de prendre l'air. Donc, c'est oui, je vais te permettre de passer une récréation à l'intérieur à un moment donné. Oui, tu pourras lire le livre que tu as envie de lire à un moment donné, mais non, je vais te demander d'aller à la récréation aujourd'hui. Pas nécessairement lui dire parce que tu as besoin de prendre l'air, mais c'est bon. C'est bon que tu ailles faire ton tour à l'extérieur aujourd'hui avec tes amis pour. Donc, il y a eu les 2 oui pour un non. Alors, on a la bienveillance là-dedans et la saine fermeté. C'est un exemple qui est concret. Exactement. C'est un oui différé. Oui, tu vas pouvoir passer, mais après avoir été dehors. C'est un oui différé. Mais je terminerai en disant que c'est un des problèmes de notre société. Cette compréhension et cette application de la saine autorité et fermeté. Et si on n'a pas fait la paix avec l'autorité dans sa vie, on peut avoir de la difficulté avec la saine autorité et fermeté. Wow, ça nous... vous savez, quand on pointe du doigt, il y en a 3 autres qui pointent vers nous. Alors, on peut pointer du doigt les enfants, de ne pas avoir de persévérance, mais il y en a 4 doigts qui se tournent vers nous pour nous dire exact. Il faut se regarder et s'interroger. Exact. J'ai eu un maître qui disait les enfants n'ont pas à travailler sur eux, ni les adolescents, ils sont en développement, c'est déjà pas mal.
Nous autres, à partir de 30 ans, lorsque notre lobe frontale devrait être assez mature, c'est notre rôle à travailler sur nous. Et mes amis, ils font ça depuis des années, je les connais. Puis on travaille ensemble, puis on continue à travailler sur nous, comme on a fait ce matin. Et ça a été très enrichissant d'être avec vous, tout le monde. Alors, Merci. bonne poursuite. On devrait faire ça plus souvent, Frédéric. Là. Oui, mais on va faire ça plus souvent. On continue, on fait un 24 heures, un marathon de ça. On est prêt, hein, Mélanie? Jean-Frédéric, on est prêt? Absolument. On est prêt. On a plein d'autres sujets. Oui. Mais là, il y a des élèves qui vous attendent. Là. On ne pourra pas faire ça aujourd'hui. Oui. Alors, il y a quelques commentaires. Il y a Bénédicte qui envoie de l'énergie. C'est comme de l'énergie pour faire changer les regards sur les jeunes et accompagner le décrochage. Alors, on nous donne un coup de pouce. J'imagine que Sarah voulait dire par là, cet atelier-là, c'est comme un coup de pouce pour continuer. Tant mieux. Oui, un coup de pouce à nos 4 panélistes. En fait, 3. Oui. Merci beaucoup. On nous demande aussi si c'est possible. Il y a eu plusieurs citations de référence, entre autres, M. Robillard, vous en avez nommé plusieurs. On sait que cette présentation-là va vous être envoyée par courriel. Vous allez avoir accès, mais est-ce qu'on va pouvoir y ajouter ces références-là que vous avez mentionnées? Est-ce que vous allez vous en rappeler pour pouvoir annoter votre présentation? C'est ce qui est demandé. Oui, on va le mettre dans le diaporama que je vais vous renvoyer. Là. Il y a un Parfait. d'auteur là-dedans. Il faut aller lire. Il faut aller lire. Et je n'accepte pas qu'un jeune ou un adulte me dise « j'ai pas le temps ». J'accepte de dire « mais j'ai pas pris le temps ». Mais ça, c'est autre chose. Mais il faut lire. Exact. Et puis, je termine en disant de mon côté que cet enregistrement-là sera disponible. Alors, si vous souhaitez réécouter l'enregistrement ou le partager, il y a l'IRCM qui va rendre ça disponible dans environ une semaine. Encore une fois, on va vous informer de ça par courriel. Bravo. Oui, bravo à vous tous. Merci infiniment. Merci. Éric Massé, Mélanie Ouellette, Jean-Frédéric Martin. Un superbe panel dirigé de main de maître par Richard Robillard. Merci infiniment. Merci à toi, Frédéric. Et merci aux participantes et participants. Oui. C'est Ça nous donne espoir. Oui, exactement. Merci des beaux commentaires. Merci à l'IRCM. Oui. Exactement. Donc, une belle initiative de l'IRCM dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Encore une fois, si vous souhaitez nous envoyer des commentaires, des questions, on va s'assurer de les diriger à nos panélistes. C'est ainsi que se termine votre panel, M. Robillard. Merci. Merci, Richard. Bonne journée à tous. À très bientôt.